Mea culpa. Par ma faute, cette alimentation double HP est tombée en panne. On tente de la réparer ensemble? Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! J'ai ce bloc d'alimentation depuis au moins 25 ans. C'est mon bloc de prédilection pour faire à peu près tout. Il s'agit du HP 6205B, qui est une alimentation double, totalement indépendante, ou qui peut être reliée ensemble, bien sûr. Double, complètement flottante, a une plage d'opération qui est quand même intéressante pour la plupart des petits projets qu'on fait. Donc, 0 à 20 volts jusqu'à 0,6 ampères. Donc 600 mA, ou 0 à 40 volts, si on change la gamme, jusqu'à 0,3 ampères. Donc, c'est une bonne plage d'opération. Étant totalement indépendant, on peut mettre 0 à 20 volts ici, puis 0 à 40 sur l'autre côté. On peut naturellement ajuster les tensions, totalement indépendant. On peut les chaîner pour aller chercher, dans ce cas-ci, on pourrait aller chercher jusqu'à 80 volts en chaînant les deux en série. Ce sont des alimentations indépendantes, mais on nous fournit quand même des bornes de mise à la terre. Donc, on peut quand même les relier à la terre, si on veut, et les rendre référencés à la terre. Donc, beaucoup de petits avantages. Peut-être le petit inconvénient de ce bloc d'alimentation, c'est qu'il n'y a pas de limite de courant. C'est une alimentation régulée en tension, mais pas en courant. Alors, c'est la seule chose. Par contre, comme on parle de courant de moins de 1 ampère, c'est une alimentation qui peut très bien servir pour recharger des blocs piles, des choses du genre, parce qu'on sait que le courant ne dépassera jamais 0,6, 0,7 ampères dans le pire des cas. Alors, dans ma grande sagesse d'une journée où j'étais très, très fatigué, je l'ai fait sauter, je l'ai endommagé. Comment? Je me suis décidé à recharger cette batterie 12 volts 7 ampères-heure qui était déjà rechargée, soit dit en passant, mais je voulais vraiment l'amener à sa limite puisque ça faisait quelques mois qu'elle n'avait pas été rechargée. Une batterie qui est en bonne condition et j'étais fatigué. C'était le retour d'un voyage et cette journée-là, je m'étais levé à 4 heures du matin et voyagé toute la journée et rentré à la maison pour le souper. Et j'étais fatigué. Et clairement, c'était pas une bonne idée. J'ai branché l'alimentation ici à droite sur la batterie, mais je l'ai branché à l'envers. Alors, j'ai endommagé le bloc d'alimentation. Pourquoi? Parce que cette batterie est capable de débiter plusieurs dizaines d'ampères, on va dire. C'est une 7 ampères-heure, mais en instantané, elle est certainement capable de débiter au moins une vingtaine d'ampères, sinon plus. Et d'ailleurs, les mini-grabbers que j'ai utilisés pour me brancher sur la batterie en ont fait les frais. Ici, c'est complètement fondu, la partie là, sur le positif. Et celui que j'ai utilisé sur le négatif, le crochet est encore en bonne condition, mais ça a tellement chauffé qu'il s'est collé à l'intérieur. On ne peut plus activer le grabber. Alors, les deux mini-grabbers ici sont foutus. À l'autre extrémité, c'était des prises bananes. Il n'y a aucun problème à l'autre extrémité. Alors, la morale de cette histoire, d'entrée de jeu, je vous la donne. Ne faites pas de manipulation potentiellement risquée lorsque vous êtes fatigué. Reportez ça au lendemain. Ici, on parle de basse tension, bien sûr. On parle de 13-14 volts. Donc, ce n'était qu'un dommage matériel. Mais imaginez si j'avais décidé de travailler sur du secteur, ça aurait pu être catastrophique. Alors, lorsque vous n'êtes pas en pleine possession de vos moyens, comme c'était le cas ce soir-là, ne faites rien qui touche l'électronique. Alors, je l'ai endommagé. C'est très simple. Je vais l'allumer devant vos yeux et vous allez voir le trouble. C'est qu'il est en courant maximum. Alors, si je me mets sur l'échelle de 0,75 ampères, c'est l'échelle du bas, le courant. En haut, c'est la tension. La tension, je la ferme complètement. Donc, la tension minimale, là, peut-être, je ne sais pas, mais moins d'1 volt, certainement, lorsque c'est fermé. Je me mets au courant maximum la lecture. Je suis sur l'échelle de 40 volts. Donc, sur la gamme de 40 volts, on devrait s'attendre à avoir une limite de courant dans les alentours de 0,3 ampères si on faisait un court-circuit sur le bloc d'alimentation. Et lorsque je l'allume, c'est exactement ce qu'on voit. On voit 400 milliampères. Donc, il limite, le bloc d'alimentation limite le courant présentement à son maximum, bien que je n'ai absolument rien de branché ici.
Alors, si je vais sur l'échelle de 0,20 volts, ben on s'attend à ce qu'il aille à 600, 700 mA. Ça ressemble à un court-circuit. Et lorsque je l'allume, effectivement, il dépasse 750, donc 800 mA et peut-être plus. L'aiguille ne colle pas au fond, là, mais on voit qu'il est en limite de courant. Donc, la protection à l'intérieur fonctionne encore. Et ça, c'est indépendamment de l'ajustement de la tension, là. Donc, il y a clairement un court-circuit, il semble en tout cas, sur la sortie. Alors que celui-ci, bien sûr, je ne l'allumerai pas, mais tout son fonctionnement est absolument normal. L'aiguille ne bouge pas d'un poil. Ce sont deux circuits indépendants, même jusqu'au transformateur. Alors, sachant ce que vous venez de voir, on va aller voir le schéma électrique pour essayer de comprendre, avant même de l'ouvrir, ce qui pourrait potentiellement être la panne ou le trouble ici. Voici donc le schéma bloc de notre alimentation HP6205B. En fait, c'est la moitié de l'alimentation puisque tout ce que vous voyez là, c'est en double. Et par contre, le transformateur, lui, n'est pas doublé, mais les secondaires, donc les enroulements secondaires, sont doublés. Alors, il y aura 3 séries d'enroulements pour chacun des deux côtés de l'alimentation. Alors, le circuit est, je vais dire, relativement simple. Je croyais que ça allait être plus complexe, mais au final, ce n'est pas si compliqué. Le chemin principal de notre sortie passe par ici, bien sûr, le redressement, un pont de diode et le filtrage capacitif, suivi par l'élément qui va réguler la tension. C'est un transistor de puissance dont, bien sûr, la polarisation va varier pour maintenir la tension de sortie constante. Tension de sortie qui va être maintenue, bien sûr, en fonction du courant qui circule dans le bloc d'alimentation. Alors, la tension de sortie est comparée en continu à une référence, un circuit de référence, donc une référence, une tension constante, ce qui va produire un signal d'erreur. Et ce signal d'erreur va venir agir sur le transistor pour ouvrir la vanne ou la refermer légèrement, bien sûr, puisqu'on est en mode linéaire. C'est un bloc d'alimentation linéaire, il n'y a pas de découpage ici. Et donc, on peut s'attendre à ce que ce transistor soit monté sur un dissipateur parce qu'il va générer quand même passablement de chaleur. Puisqu'il opère en mode résistif, on peut dire à moitié polarisé, ou en tout cas, la polarisation va varier de façon linéaire pour garantir la tension de sortie. Bon, par-dessus cette régulation en fonction de la tension, et bien sûr du courant qui est consommé, il y a la mesure du courant maximum consommé pour limiter le courant du bloc. Si jamais le courant en sortie consommé est trop élevé, il n'y a pas de régulation de courant, mais il y a une protection de surcourant. Donc, le courant, bien sûr, passe à travers cet élément, là, qui est une résistance d'échantillonnage de basse valeur, la résistance, ce qui produit une tension, bien sûr, qui est plus élevée au fur et à mesure que le courant augmente. Et c'est cette tension produite aux bornes de la résistance là, qui va venir agir, en plus de la régulation de tension, va venir agir pour limiter le courant de sortie dans le cas où on excède là, les capacités de l'alimentation au complet. Alors, c'est ça le fonctionnement général. Il y a 2 échelles, 0 à 20, 0 à 40. On ne l'illustre pas trop ici sur ce bloc d'alimentation, mais ça agit sur les résistances qui vont limiter le courant. Ça agit bien sûr sur la tension d'entrée maximum qui va pouvoir passer dans le bloc d'alimentation. Alors, sachant ce qu'on vient de voir, c'est assez facile de comprendre le schéma. Il y a notre primaire ici à gauche, à travers le transformateur, 3 enroulements, et tout ça est doublé, bien sûr, puisqu'on a 2 sorties indépendantes. Alors, on a notre redressement, filtrage, notre élément de régulation série, c'est ce gros transistor ici, Q7, et ce transistor est ajusté ou modulé là, par l'échantillonnage qui est fait de la tension de sortie. Et la tension de sortie est échantillonnée à travers un comparateur de tension entre bien sûr cette tension-ci et la tension de notre référence ici qui, elle, ne variera pas. Et c'est comme ça qu'on produit un signal de correction, ce qu'eux appellent l'amplificateur d'erreur. Et ça vient pousser sur la base de ce transistor pour venir agir et contrôler la tension de sortie. L'élément de mesure de courant, c'est cette résistance ici,
est en sortie, en série bien sûr avec nos bornes, et il y a un certain échantillonnage de cette tension qui est produite aux bornes de la résistance, qui vient bien sûr produire une tension qui vient agir sur notre amplificateur d'erreur pour, encore une fois, limiter la tension de sortie pour ne pas dépasser un courant limite déterminé là, par les concepteurs là, ici. Donc 0,3, 0,6, on a vu qu'il y a de la marge. Là. Lorsqu'on l'a essayé, c'était plus dans le 0,8 puis 0,450. Donc l'alimentation est très fonctionnelle jusqu'à 0,3 et 0,6 sans aucun problème. Revenons à notre problème. On a vu que le courant, dès qu'on allume l'alimentation, et peu importe la tension qui est ajustée, on a vu que le courant est limité. Si le courant est limité, dans les limites bien sûr qu'on a vues d'un fonctionnement qui semble normal, c'est que la partie de régulation, donc limite de courant, et forcément la partie de régulation de tension, semble bien fonctionner encore. Et notre élément ici de régulation semble bien fonctionner aussi. Mais il y a quelque chose en aval, plus loin que notre circuit de contrôle, qui cause un surcourant. Et à mon avis, sachant que j'ai appliqué une tension inverse sur les bornes de sortie, ça c'est la borne plus et ça c'est la borne moins, ça regarde beaucoup que ce redresseur, donc cette diode de puissance, est peut-être carrément en court-circuit. Je l'aurais sauté dû au fort courant inverse qui a circulé donc de la borne moins vers la borne plus, alors que normalement, le courant serait en inverse sur cette diode, en temps normal. C'est probablement mon courant que j'ai produit qui a carrément fait se court-circuiter cette diode. Pourquoi cette diode? À quoi elle sert? Elle sert évidemment à cela, à protéger tout notre circuit d'une tension inverse qui serait appliquée par un uluberlu trop épuisé dans sa journée, donc sur les bornes d'entrée. Donc, à mon avis, c'est cette diode qui est endommagée et qui fait qu'il y a conduction forte ici sur l'alimentation et on va probablement constater que ça n'aura rien à voir avec l'ajustement de la tension de sortie, même à sa tension la plus faible, bien que non zéro bien sûr, là, il va y avoir suffisamment de courant qui va passer ici, dans la diode, pour faire agir le circuit qui vient limiter le courant et donc limiter le courant au maximum alloué par les concepteurs du circuit. Alors à mon avis, c'est cette diode CR34. Avant même d'ouvrir, on va mesurer avec un multimètre en mode diode pour voir si on peut détecter quelque chose qui est effectivement typique d'une défaillance de cette diode. Et on a le gros avantage ici, c'est qu'on a deux circuits identiques, donc on peut faire des comparaisons. Alors, sachant ce qu'on vient de voir, on va faire des mesures de comparaison entre les deux canaux, les deux sorties, pour essayer de voir si on peut saisir ou en tout cas caractériser la défaillance, si ça correspond à la diode qui serait en défaillance. Alors, j'ai mis les contrôles aux mêmes endroits, 0,20 volts, sur l'échelle de tension, et les tensions sont fermées. Donc, on va voir ce que ça va donner. Quand je dis fermé, il y a quand même les potentiomètres d'ajustement fin là, qui peuvent être ajustés un petit peu. Là. De toute façon, ça n'aura pas un gros impact, je crois, sur les mesures. Alors, si on commence du côté gauche ici, côté qui est bon, on a une lecture de tension et ça augmente, ça augmente, ça augmente. Alors, on n'est pas sur une diode ici en mode direct, là, certainement pas. Définitivement qu'il y a une conduction, mais on voit que c'était typique d'un condensateur, ça augmentait tranquillement. Là. Alors, on n'est pas à 0,6 volts, là, 0,5, 6 maximum 0,7, qui serait typique d'une diode en conduction directe. Alors que là, si je me branche en inverse, en théorie, on devrait avoir une diode en conduction directe. Et c'est exactement ce qu'on a. Très souvent, les diodes au silicium de puissance ont une tension un peu plus faible. Donc, 0,57 est solide, ça ne bouge pas du tout. OK, parfait. Alors, essayons du côté défaillant maintenant. Tout de suite en mode inverse, puisque je suis curieux. Oh, 0,7. C'est déjà plus élevé. Un peu particulier. Déjà, en partant, là, on peut se poser des questions. Ce sont deux circuits identiques. Et si j'inverse, ça a un peu le même comportement que ça avait en mode direct. Donc, la diode en mode inverse plus tôt. OK. Maintenant, on va essayer quelque chose à nouveau. Je vais me remettre en mode où normalement, on devrait avoir une diode qui conduit en mode direct.
Et je vais faire varier la tension. Il y a des potentiomètres là, qui sont dans le circuit. Et on s'aperçoit que ça varie beaucoup au point même où le testeur de diode cesse de faire sa mesure. Et donc, je le ramène ici. Vous voyez, ça varie énormément. Est-ce qu'on a le même comportement ici si je varie la tension de sortie? Pas du tout. Vous voyez, la diode est bien solide. Ça ne bouge pas même si je varie le potentiomètre de sortie. Et là, je vous rappelle, c'est éteint. Hein? Tout est éteint. Là. C'est en mode passif présentement. Et oui, en effet, il y a un problème. Alors, la diode interne ne conduit pas du tout à la façon d'une diode au silicium. Donc, il est fort à parier qu'au minimum, la diode, clairement, là, elle n'agit pas comme une diode. Je pense qu'on a déjà une bonne indication de ce qui se passe. La diode a fait son travail de protection, vraisemblablement, mais dans son travail, ben, elle s'est court-circuitée. On va ouvrir l'appareil, on va aller voir à l'intérieur. Espérons qu'il n'y a que la diode à remplacer. Alors, j'ai ouvert le couvercle et je suis allé au garage passer de l'air comprimé pour enlever la poussière qui était libre. Il y en avait quand même pas mal, ça s'accumule avec les années, particulièrement dans des blocs d'alimentation où il y a de la chaleur qui circule. Par convection, là, ça peut attirer de la poussière. Alors, le bloc d'alimentation est vraiment divisé en deux côtés et la ligne de division, c'est au centre ici et c'est symétrique par rapport au centre. Donc, c'est assez facile de localiser les choses similaires. Alors, ce qui nous saute aux yeux, bien sûr, le transformateur ici, en plein centre, qui alimente les deux côtés de façon totalement indépendante. On a les deux mouvements d'Arsonval ici, les galvanomètres, les contrôles de sélection là, de gamme et des galvanomètres. L'ajustement de tension, c'est en dessous de ces contrôles. Alors, on a un condensateur de filtrage principal, vraisemblablement. Ce qui nous saute aux yeux aussi, c'est les deux éléments donc, de régulation là, série, les deux transistors de puissance qui servent à contrôler la tension de sortie, les éléments série. Ils sont montés sur un onglet là, relié au dissipateur principal et c'en est un gros à l'arrière. Okay? Donc, c'est par l'arrière que, bien sûr, que la chaleur principale se dissipe, là, à l'extérieur du couvercle, bien sûr. Alors, il y a du filtrage additionnel. On note ici, juste au regard, on a une bonne idée des dates de fabrication. C'est définitivement une conception des années, fin des années 60, peut-être début 70, mais je sais pertinemment que cette unité, par son numéro de série, a été fabriquée en 1979. Mais on utilisait des vieux composants, les composants qu'on avait déjà donc dans la conception. Et on voit les amplis opérationnels ronds dans des boîtiers métalliques, là, avec un petit dissipateur de chaleur, là. Vous voyez ici, là, et ici. Et donc, c'était assez commun là, dans les années 70 de voir ce genre de boîtier. Les diodes sont les diodes de redressement. Là, on en voit ici dans le bas. Ce sont des boules rondes, hein, des boules blanches. Ce ne sont pas des boîtiers de plastique, ce sont des boîtiers en céramique. C'était beaucoup ce qui était utilisé à l'époque. Et d'ailleurs, notre diode CR34, ça nous amène à elle. Elle est juste ici, au bout de mon indicateur, là, le petit tournevis. Vous voyez la résistance d'1 demi-watt ici en carbone et la diode est juste ici. Et vous remarquez quoi? C'est une diode avec un boîtier en plastique. Je vous dirais là, un N4001 là, du style. Je ne suis pas capable de lire l'indication, mais je vois 4.0, donc c'est 4000 quelque chose. C'est pas typique de la période de l'appareil. D'ailleurs, si on regarde de l'autre côté, la diode équivalente, vous vous rappelez que c'est symétrique là, par rapport au centre, la diode en question, qui sert de protection, c'est ici, et c'est une diode en céramique. Donc, la diode de protection a déjà été remplacée dans cet appareil, sur ce côté, le côté droit. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est HP eux-mêmes lors d'une réparation? J'en ai aucune idée, mais cette diode a déjà été remplacée puisque c'est une diode beaucoup plus moderne. OK. Alors, elle sert à quelque chose, cette diode, visiblement. Alors, on va pouvoir la mesurer, là, mais déjà, c'est une bonne indication là, que... OK. Probablement la diode uniquement qui est grillée. Et en la remplaçant, ça risque très bien de régler notre problème. Je vais, sans plus tarder,
retirer le panneau du dessous pour pouvoir dessouder la diode et la remplacer par une autre. Je vais mettre un N4004. Le manuel demande une diode au silicium de 500 mA et de 200 volts de tension inverse. C'était ce qu'on recommandait à l'époque, un N3253. Et d'ailleurs, quand je regarde sur la diode, je vois bien 32,5. Alors, définitivement, c'est un N3253, mais ici, ça n'en est pas. Je vais mettre une N4004 qui est 1 ampère, 400 volts. Donc, il sera bien correct pour faire la protection. Et on verra par la suite. Alors, on pourrait croire que la face inférieure n'a pas grand-chose à montrer aujourd'hui, autrement que de remplacer la diode qui est ici. Mais non. Regardez la piste ici. Elle s'est ouverte comme un fusible, carrément. La diode, elle est ici, entre ici et ici. Voyez-vous? Alors, le chemin principal du courant là, de conduction, visiblement, était ici. Je note que, comme c'est une plaquette qui a été passée à un bain de soudure, puisque ce sont des composants traversants, qu'il y a de la soudure qui rend les pistes plus épaisses partout. Mais lorsqu'on regarde cette piste en particulier, je ne sais pas si c'est l'effet de la fusion ou quoi, mais ça semble être bien mince à cet endroit-ci. C'est comme s'il manquait de la soudure, et donc c'était un peu, en quelque sorte, le point faible du circuit. Une fois que la diode s'est court-circuitée, eh bien, ça a carrément fondu. Alors, je vais faire la réparation. Je vais d'abord remplacer la diode. Ensuite, je vais mettre un bout de fil ici. Et espérons qu'il n'y a pas d'autres dommages. À première vue, je n'en vois pas. Je vais suivre le chemin du courant, là, mais je ne crois pas qu'il y a eu aucun autre endroit avec un dommage, en tout cas apparent, là, je n'en vois pas. Et c'est vraiment de ce côté-ci, qui est le côté qui a pris le gros là, de la surcharge de courant. Donc, je n'en vois pas autrement que cet endroit ici. Là. Donc, à suivre. Alors, j'ai complété le remplacement de la diode. Je vous l'ai dessiné. Où est-ce qu'elle est en réalité sur l'autre face? J'ai mis une N4004 et l'ancienne, pour tout vous dire, elle est en court-circuit complet. Si j'utilise le testeur de diode, là, c'est comme un court-circuit. Là. Je peux utiliser un ohmmètre d'un côté, de l'autre, d'un sens, de l'autre. Le résultat est le même. Court-circuit. Et pour remplacer la piste qui passait là, ici, là, j'ai utilisé un bout de fil plus costaud. Je pense que c'est du calibre 20. Et je l'ai passé à un chemin direct, et directement de la diode, et non pas à partir d'ici où la piste passait. Donc, j'ai remplacé cela, et bien, on est prêt à faire les essais qui s'imposent pour vérifier que notre bloc d'alimentation est redevenu normal. Alors maintenant, si je mesure comme j'avais fait, donc diode en mesure directe, donc à l'inverse là, des bornes, on devrait avoir la mesure d'une diode. Et c'est exactement ce qu'on a, 0,557. Et si je bouge le potentiomètre, ça ne bouge pratiquement pas. C'était comme cela, du côté gauche, et c'est ainsi du côté droit. Et si j'inverse dans l'autre sens, on devrait avoir près d'1 volt, là, puis ça monte, là, on voit là, qu'il y a la charge d'un condensateur. Donc, ça semble être retourné à sa façon à l'origine. On va maintenant vérifier le bloc d'alimentation. Je suis prêt à le mettre sous tension. Je vais mettre l'indicateur, donc le galvanomètre en mode 750 mA, 0 à 20 volts. Là, il ne devrait pas avoir aucun courant qui monte lorsque j'applique la tension, ce qui n'était pas le cas. On avait un court-circuit dès que j'allumais le secteur. Alors, on ne devrait rien avoir sur la lecture ici. Alors, j'allume. Excellent. Il n'y a rien, ni à gauche ni à droite. Parfait. Maintenant, on va aller lire la tension. Je me mets sur l'échelle de 50 volts. Et là, je vais monter la tension. Et, ouais, excellent, excellent. Je retourne au courant. Toujours rien. Parfait. Alors, je m'en vais jusqu'à 40 volts. Excellent. Je passe en mode 0 à 40. Toujours sur l'échelle 50. Ça va beaucoup plus loin. Ouais, jusqu'à 50 volts. Excellent. Ça semble donc revenu au fonctionnement typique. Ici, sur le 0,20, ça monte définitivement plus haut. Et on a la même chose de ce côté-ci. Si vous voyez, regardez, là, ça monte. Mais il y a la limite de courant. Ça va limiter à 0,3. Alors, on dit 0 à 20 volts.
0,6 ampères, mais en réalité, ça va plus haut que 20 volts, là, en mode 0,6 ampères. Donc, tout semble bien normal sur l'alimentation. Je vais bien sûr y mettre une charge pour vérifier que tout est correct, que la tension, tout semble normal, qu'il n'y a pas de bruit, mais ça, j'ai très confiance que l'alimentation est redevenue totalement opérationnelle. Alors, je vais faire quelques petits tests additionnels avec le multimètre, vérifier le bruit, entre autres, des choses du genre. Mais tout semble bien correct. Donc, c'est réglé. Phew! Juste une diode et une piste qui est devenue un fusible. Alors, je vais être bien prudent dans l'avenir. J'ai eu une frousse. J'aime beaucoup cette alimentation double. Je vous l'ai dit. Ça met un terme à cette vidéo de réparation. J'espère que ça vous a bien diverti, à défaut d'avoir été peut-être instructif, éducatif pour vous. Et espérons qu'il n'y en aura pas trop souvent une vidéo de réparation sur ce bloc d'alimentation. Merci à tous et toutes et à la prochaine!